Les Misérables, livre 7, chapitre 5, qui s'intitule « Bâton dans les roues ». Le service des postes d'Arras à Montreuil-sur-Mer se faisait encore à cette époque par de petites malles du temps de l'Empire. Ces malles étaient des cabriolets à 2 roues, tapissés de cuir fauve au-dedans, suspendus sur des ressorts à pompe et n'ayant que 2 places, l'une pour le courrier, l'autre pour le voyageur. Les roues étaient armées de ces longs moyeux offensifs qui tiennent les autres voitures à distance et qu'on voit encore sur les routes d'Allemagne. Le coffre des pêches, immense boîte oblongue, était placé derrière le cabriolet et faisait corps avec lui. Ce coffre était peint en noir et le cabriolet en jaune. Ces voitures, auxquelles rien ne ressemble aujourd'hui, avaient je ne sais quoi de difforme et de bossu. Et, quand on les voyait passer de loin et ramper dans quelque route à l'horizon, elles ressemblaient à ces insectes qu'on appelle, je crois, termites, et qui, avec un petit corsage, traînent un gros arrière-train. Elles allaient, du reste, fort vite. La malle partit d'Arras toutes les nuits à 1 heure, après le passage du courrier de Paris, arrivait à Montreuil-sur-Mer un peu avant 5 heures du matin. Cette nuit-là, la malle qui descendait à Montreuil-sur-Mer par la route de Hesdin accrocha. Au tournant d'une rue, au moment où elle entrait dans la ville, un petit tilbury attelé d'un cheval blanc qui venait en sens inverse et dans lequel il n'y avait qu'une personne, un homme enveloppé d'un manteau. La roue du tilbury reçut un choc assez rude. Le courrier cria à cet homme d'arrêter, mais le voyageur n'écouta pas et continua sa route au grand trot. « Voilà un homme diablement pressé, dit le courrier. » L'homme qui se hâtait ainsi, c'est celui que nous venons de voir se débattre dans des convulsions dignes à coup sûr de pitié. Où allait-il ? Il n'eût pu le dire. Pourquoi se hâtait-il ? Il ne savait pas. Il allait au hasard devant lui. Où ? À Arras, sans doute. Mais il allait peut-être ailleurs aussi. Par moments, il le sentait et il tressaillait. Il s'enfonçait dans cette nuit comme dans un gouffre. Quelque chose le poussait, quelque chose l'attirait. Ce qui se passait en lui, personne ne pourrait le dire. Tous le comprendront. Quel homme n'est entré, au moins une fois en sa vie, dans cette obscure caverne de l'inconnu ? Du reste, il n'avait rien résolu, rien décidé, rien arrêté, rien fait. Aucun des actes de sa conscience n'avait été définitif. Il était plus que jamais comme au premier moment. Pourquoi allait-il à Arras ? Il se répétait ce qu'il s'était déjà dit en retenant le cabriolet de Scauffleur. Que, quel que dût être le résultat, il n'y avait aucun inconvénient à voir de ses yeux, à juger les choses par lui-même, que cela même était prudent, qu'il fallait savoir ce qui se passerait, qu'on ne pouvait rien décider sans avoir observé et scruté, que, de loin, on se faisait des montagnes de tout, qu'au bout du compte, lorsqu'il aurait vu ce Champmathieu, quelque misérable, sa conscience serait probablement fort soulagée de le laisser aller au bagne à sa place. Qu'à la vérité, il y aurait là Jarvet et ce Brevet, ce Chenildieu, ce Cochepaille, ancien forçat qu'il avait connu, mais qu'à coup sûr, il ne le reconnaîtrait pas. Bah, quelle idée! Que Gervais en était à 100 lieues, que toutes les conjectures et toutes les suppositions étaient fixées sur ce Champmathieu et que rien n'est entêté comme les suppositions et les conjectures, qu'il n'y avait donc aucun danger, que sans doute c'était un moment noir, mais qu'il en sortirait, qu'après tout il tenait sa destinée, si mauvaise qu'elle voulût être, dans sa main, qu'il était le maître. Il se cramponnait à cette pensée. Au fond, pour tout dire, il eût mieux aimé ne point aller à Arras, cependant il y allait. Tout en songeant, il fouettait le cheval, lequel trottait de ce bond trop réglé et sûr qui fait 2 lieues et demie à l'heure. À mesure que le cabriolet avançait, il sentait quelque chose en lui qui reculait. Au point du jour, il était en rase campagne, la ville de Montreuil-sur-Mer était assez loin derrière lui. Il regarda l'horizon blanchir, il regarda, sans les voir, passer devant ses yeux toutes les froides figures d'une aube d'hiver, le matin à ses spectres, comme le soir. Il ne les voyait pas, mais, à son insu et par une sorte de pénétration presque physique, ces noires silhouettes d'arbres et des collines ajoutaient à l'état violent de son âme je ne sais quoi de morne et de sinistre. Chaque fois qu'il passait devant une de ces maisons isolées qui côtoyaient parfois les routes, il se disait « Il y a pourtant là-dedans des gens qui dorment ». Le trot du cheval, les grelots du harnais, les roues sur le pavé faisaient un bruit doux et monotone. Ces choses-là sont charmantes quand on est joyeux et lugubre, quand on est triste.
Il était grand jour lorsqu'il arriva à Hesdin. Il s'arrêta devant une auberge pour laisser souffler le cheval et lui faire donner l'avoine. Ce cheval était, comme l'avait dit Scauffleur, de cette petite race du boulonnais qui a trop de tête, trop de ventre et pas assez d'encoulure, mais qui a le poitrail ouvert, la croupe large, la jambe sèche et fine et le pied solide. Race laide, mais robuste et saine. L'excellente bête avait fait 5 lieues en 2 heures et n'avait pas une goutte de sueur sur la croupe. Il n'était pas descendu du tilbury. Le garçon d'écurie qui apportait l'avoine se baissa tout d'un coup et examina la roue du gauche. « Allez-vous loin comme cela ?» dit cet homme. Il répondit presque sans sortir de sa rêverie. « Pourquoi ? Venez-vous de loin ?» reprit le garçon. « De 5 lieues d'ici. »« Ah ? Pourquoi dites-vous « ah » ?» Le garçon se pencha de nouveau, resta un moment silencieux, l'œil fixé sur la roue, puis se redressa en disant « C'est que voilà une roue qui vient de faire 5 lieues, mais qui, à coup sûr, ne fera pas maintenant 1/4 de lieue. » Il sauta à bas du tilbury. « Que dites-vous là, mon ami ?»« Je dis que c'est un miracle que vous ayez fait 5 lieues sans rouler, vous et votre cheval, dans quelque fossé de la grande route. Regardez plutôt. » La roue, en effet, était gravement endommagée. Le choc de la malle-poste avait fendu 2 rayons et labouré le moyeu dont l'écrou ne tenait plus. « Mon ami, dit-il au garçon d'écurie, il y a un charron ici ? » ?»« Sans doute, monsieur. Rendez-moi le service de l'aller le chercher. Il est là, à 2 pas. Et maître Bougaillard !» Maître Bougaillard, le charron, était sur le seuil de sa porte. Il vint examiner la roue et fit la grimace d'un chirurgien qui considérait une jambe cassée. « Pouvez-vous raccommoder cette roue sur le champ ? »« Oui, monsieur. Quand pourrais-je repartir ? » ?»« Demain. »« Demain ? Il y a une grande journée d'ouvrage. Est-ce que monsieur est pressé ? » ?»« Très pressé. Il faut que je reparte dans 1 heure au plus tard. »« Impossible, monsieur. Je paierai tout ce qu'on voudra. »« Impossible. Eh bien, dans 2 heures ? » ?»« Impossible. Pour aujourd'hui. Il faut refaire 2 raies et un moyeu. Monsieur ne pourra repartir avant demain. L'affaire que j'ai ne peut attendre à demain, si, au lieu de raccommoder cette roue, on la remplaçait. »« Comment cela ? Vous êtes charron. »« Sans doute, monsieur. Est-ce que vous n'auriez pas une roue à me vendre ? Je pourrais repartir tout de suite. »« Une roue de rechange ? » ?»« Oui. Je n'ai pas une roue toute faite pour votre cabriolet. 2 roues font la paire. 2 roues ne font pas ensemble au hasard. En ce cas, vendez-moi une paire de roues. »« Monsieur, toutes les roues ne vont pas à tous les essieux. Essayez toujours. »« C'est inutile, monsieur. Je n'ai à vendre que des roues de charrette. Nous sommes un petit pays ici. Auriez-vous un cabriolet à me louer ? » Le maître charron, du premier coup d'œil, avait reconnu que le tilbury était une voiture de louage. Il haussa les épaules. « Vous les arrangez bien, les cabriolets qu'on vous loue. J'en aurai un que je ne vous le louerai pas. »« Eh bien, à me vendre. »« Je n'en ai pas. »« Quoi ? Pas une carriole ? Je ne suis pas difficile, comme vous voyez. »« Nous sommes un petit pays. J'ai bien là, sous la remise, ajouta le charron, une vieille calèche, qui est à un bourgeois de la ville, qui me l'a donnée en garde, et qui s'en sert tous les 36 du mois. Je vous la louerai bien. Qu'est-ce que cela me fait ? Mais il ne faudrait pas que le bourgeois la fît passer. Et puis, c'est une calèche, il faudrait 2 chevaux. Je prendrai des chevaux de poste. Où va monsieur ? À Arras. Et monsieur veut arriver aujourd'hui ? Mais oui. En prenant des chevaux de poste ? Pourquoi pas ? Est-il égal à monsieur d'arriver cette nuit à 4 heures du matin ? Non, certes. C'est que, voyez-vous bien, il y a une chose à dire en prenant des chevaux de poste. Monsieur a son passeport ? Oui. Eh bien, en prenant des chevaux de poste, monsieur n'arrivera pas à Arras avant demain. Nous sommes à un chemin de traverse, les relais sont mal servis, les chevaux sont au champ. C'est la saison des grandes charrues qui commence. Il faut de forts attelages et l'on prend les chevaux partout, à la poste comme ailleurs. Monsieur attendra au moins 3 ou 4 heures à chaque relais. Et puis, on va au pas. Il y a beaucoup de côtes à monter. Allons, j'irai à cheval dételer. Le cabriolet, on me vendra bien une selle dans le pays. Sans doute, mais ce cheval-ci endure-t-il la selle ? C'est vrai. Vous m'y faites penser, il ne l'endure pas. Alors ? Mais je trouverai bien dans le village un cheval à louer. Un cheval pour aller à Arras d'une traite ? Oui. Il faudra un cheval comme on n'en a pas dans nos endroits. Il faudrait l'acheter d'abord, car on ne vous connaît pas, mais ni à vendre, ni à louer, ni pour 500 francs, ni pour 1000, vous ne le trouverez pas.
Comment faire? Le mieux, là, en honnête homme, c'est que je raccommode la roue et que vous remettiez votre voyage à demain. Demain, il sera trop tard. Dame, n'y a-t-il pas la malle-poste qui va à Arras? Quand passe-t-elle? La nuit prochaine, les 2 malles font le service la nuit, celle qui monte comme celle qui descend. Comment? Il vous faut une journée pour raccommoder cette roue? Une journée et une bonne. En mettant 2 ouvriers, en mettant 10. Si on liait les rayons avec des cordes, les rayons oui, le moyeu non, et puis la jante aussi est en mauvais état. Y a-t-il un loueur de voitures dans la ville? Non. Y a-t-il un autre charron? Le garçon d'écurie et le maître charron répondirent en même temps et en hochant la tête. Non. Il sentit une immense joie. Il était évident que la Providence s'en mêlait. C'était elle qui avait brisé la roue du tilbury et qui l'arrêtait en route. Il ne s'était pas rendu à cette espèce de première sommation. Il venait de faire tous les efforts possibles pour continuer son voyage. Il avait loyalement et scrupuleusement épuisé tous les moyens. Il n'avait reculé ni devant la saison, ni devant la fatigue, ni devant la dépense. Il n'avait rien à se reprocher. S'il n'allait pas plus loin, cela ne le regardait plus. Ce n'était plus sa faute, c'était, non, le fait de sa conscience, mais le fait de la Providence. Il respira librement et à pleine poitrine pour la première fois depuis la visite de Jarvet. Il lui semblait que le poignet de fer qui lui serrait le cœur depuis 20 heures venait de le lâcher. Il lui paraissait que maintenant Dieu était pour lui et se déclarait. Il se dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait et qu'à présent il n'avait plus qu'à revenir sur ses pas tranquillement. Si sa conversation avec le charron eût eu lieu dans une chambre de l'auberge, il n'eût point eu de témoin, personne ne l'eût entendu, les choses en fussent restées là, et il est probable que nous aurions eu à raconter aucun des événements qu'on va lire. Mais cette conversation s'était faite dans la rue. Toute colloque dans la rue produit inévitablement un cercle, et il y a toujours des gens qui ne demandent qu'à être spectateurs. Pendant qu'ils questionnaient le charron, quelques allants et venants s'étaient arrêtés autour d'eux. Après avoir écouté pendant quelques minutes, un jeune garçon auquel personne n'avait pris garde s'était détaché du groupe en courant. Au moment où le voyageur, après la délibération intérieure que nous venons d'indiquer, prenait la résolution de rebrousser chemin, cet enfant revenait. Il est accompagné d'une vieille femme. « Monsieur, dit la femme, mon garçon me dit que vous avez envie de louer un cabriolet. » Cette simple parole, prononcée par une vieille femme que conduisait un enfant, lui fit ruisseler la sueur dans les reins. Il crut voir la main qui l'avait lâché reparaître dans l'ombre derrière lui, toute prête à le reprendre. Il répondit « Oui, bonne femme, je cherche un cabriolet à louer. » Il se hâta d'ajouter « Mais il n'y en a pas dans le pays. »« Si fait, dit la vieille. »« Où ça donc ?» reprit le charron. « Chez moi, répliqua la vieille. Il tressaillit, la main fatale l'avait ressaisi. La vieille avait en effet sous un hangar une façon de carriole en osier. Le charron et le garçon d'auberge, désolés que le voyageur leur échappât, intervinrent. C'était une affreuse guimbarde. Cela était posé à cru sur les cieux. Il est vrai que les banquettes étaient suspendues à l'intérieur avec des lanières de cuir. Il pleuvait dedans, les roues étaient rouillées et rongées d'humidité. Cela n'irait pas beaucoup plus loin que le tilbury. Une vraie patache. Ce monsieur aurait bien tort de s'y embarquer, etc., etc. Tout cela était vrai, mais cette guimbarde, cette patache, cette chose, quelle que fût, roulait sur ses 2 roues et pouvait aller à Arras. Il paya son convolu, laissa le tilbury à réparer chez le charron pour l'y retrouver. À son retour, fit atteler le cheval blanc à la carriole, y monta et reprit la route qu'il suivit depuis le matin. Au moment où la carriole s'ébranla, il s'avoua qu'il avait eu l'instant d'auparavant une certaine joie de songer qu'il n'irait point où il allait. Il examina cette joie avec une sorte de colère et la trouva absurde. Pourquoi de la joie revenir en arrière? Après tout, il faisait ce voyage librement. Personne ne l'y forçait, et certainement rien n'arriverait que s'il voudrait bien. Comme il sortait de Hesdin, il entendit une voix qui lui criait « Arrêtez, arrêtez !» Il arrêta la carriole d'un mouvement vif dans lequel il y avait encore je ne sais quoi de fébrile et de convulsif qui ressemblait à de l'espérance. C'était le petit garçon de la vieille. « Monsieur, dit-il, c'est moi qui vous ai procuré la carriole. »« Eh bien, vous ne m'avez rien donné. » Lui qui donnait à tous. Et si facilement, il trouva cette prétention exorbitante et presque odieuse. « Ah, c'est toi drôle ?» dit-il, « tu n'auras rien. » Il fouetta le cheval et repartit au grand trot. Il avait perdu beaucoup de temps à Hesdin.
Il eût voulu le rattraper, le petit cheval était courageux et tirait comme deux. Mais on était au mois de février, il avait plu, les routes étaient mauvaises. Et puis ce n'était plus le tilbury. La carriole était dure et très lourde, avec cela force montée. Il mit près de 4 heures pour aller de Esdingue à Saint-Paul, 4 heures pour 5 lieues. À Saint-Paul, il détela à la première auberge venue. Il fit mener le cheval à l'écurie. Comme il l'avait promis à Scauffleur, il se tint près du râtelier pendant que le cheval mangeait. Il songeait à des choses tristes et confuses. La femme de l'aubergiste entre dans l'écurie. « Est-ce que monsieur ne veut pas déjeuner ? Tiens, c'est vrai, dit-il. J'ai même bon appétit. » Il suivit cette femme qui avait une figure fraîche et réjouie. Elle le conduisit dans une salle basse où il y avait des tables ayant pour nappe des toiles cirées. « Dépêchez-vous, reprit-il, il faut que je reparte, je suis pressé. » Une grosse servante flamande mit son couvert en toute hâte. Il regardait cette fille avec un sentiment de bien-être. « C'est là ce que j'avais, pensa-t-il, je n'avais pas déjeuné. » On le servit, il se jeta sur le pain, mordit une bouchée, puis le reposa lentement sur la table et n'y toucha plus. Un routier mangeait à une autre table, il dit à cet homme « Pourquoi leur pain est-il donc si amer ?» Le routier était allemand et n'entendit pas. Il retourna dans l'écurie près du cheval. 1 heure après, il avait quitté Saint-Paul et se dirigeait vers Tingres, qui n'est qu'à 5 lieues d'Arras. Que faisait-il pendant ce trajet? À quoi pensait-il? Comme le matin, il regardait passer les arbres, les toits de chaume, les champs cultivés et les évanouissements du paysage qui se disloquent à chaque coude de chemin. C'est là une contemplation qui suffit quelquefois à l'âme et qui la dispense presque de penser voir 1000 objets pour la première et pour la dernière fois. Quoi de plus mélancolique et de plus profond? Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant. Peut-être, dans la région la plus vague de son esprit faisait-il des rapprochements entre ces horizons changeants et l'existence humaine. Toutes les choses de la vie sont perpétuellement en fuite devant nous. Les obscurités et les clartés s'entremêlent. Après un éblouissement, une éclipse. On regarde, on se hâte, on tend les mains pour saisir ce qui se passe. Chaque événement est un tournant de la route. Et tout d'un coup, on est vieux. On sent comme une secousse. Tout est noir. On distingue une porte obscure, ce sombre cheval de la vie qui vous traînait s'arrête. Et l'on voit quelqu'un de voilé et d'inconnu qui le dételle dans les ténèbres. Le crépuscule tombait au moment où des enfants qui sortaient de l'école regardaient ce voyageur entrer dans Tingres. Il est vrai qu'on était encore au jour court de l'année. Il ne s'arrêta pas à Tingres. Comme il débouchait du village, un cantonnier qui empierrait la route dressa la tête et dit « Voilà, un cheval bien fatigué. La pauvre bête, en effet, n'allait plus qu'au pas. Est-ce que vous allez à Arras ?» ajouta le cantonnier. « Oui. » Si vous allez de ce train, vous n'y arriverez pas de bonne heure. Il arrêta le cheval et demanda au cotonnier « Combien y a-t-il encore d'ici à Arras ?»« Près de 7 grands lieues. »« Comment cela ? Le livre de poste ne marque que 5 lieues et un quart. »« Ah !» reprit le cantonnier. « Vous ne savez donc pas que la route est en réparation. Vous allez les trouver coupés à 1/4 d'heure d'ici. Pas moyen d'aller plus loin. »« Vraiment ? Vous prendrez à gauche le chemin qui va à Carency, vous passerez la rivière et quand vous serez à Camblin, vous tournerez à droite. C'est la route de Mont-Saint-Éloi qui va à Arras. Mais voilà la nuit, je me perdrai. Vous n'êtes pas du pays ? Non. Avec ça, c'est tout chemin de traverse. Tenez, monsieur, reprit le cantonnier. Voulez-vous que je vous donne un conseil ? Votre cheval est las. Rentrez dans Tingres. Il y a une bonne auberge. Couchez-y, vous irez demain à Arras. Il faut que j'y sois ce soir. C'est différent, alors allez tout de même à cette auberge et prenez-y un cheval de renfort. Le garçon du cheval vous guidera dans la traverse. Il suivit le conseil du cantonnier, rebroussa chemin, et 1 demi-heure après, il repassa au même endroit, mais au grand trot, avec un bon cheval de renfort. Un garçon d'écurie qui s'intitulait postillon était assis sur le brancard de la carriole. Cependant, il sentait qu'il perdait du temps. Il faisait tout à fait nuit. Ils s'engagèrent dans la traverse. La route devint affreuse. La carriole tombait d'une ornière dans l'autre. Il dit au postillon « Toujours au trot et double pourboire. » Dans un chaos, le palonnier cassa. « Monsieur, dit le postillon, voilà le palonnier cassé. Je ne sais plus comment atteler mon cheval, mais cette route-ci est bien mauvaise la nuit. Si vous vouliez revenir coucher à Tingres, nous pourrions être demain matin de bonne heure à Arras. » Il répondit « As-tu un bout de corde et un couteau ?»« Oui, monsieur. » Il coupa une branche d'arbre et en fit un palonnier.
Ce fut encore une perte de 20 minutes, mais ils repartirent au galop. La plaine était ténébreuse, des brouillards bas, courts et noirs rampaient sur les collines et s'en arrachaient comme des fumées. Il y avait des lueurs blanchâtres dans les nuages. Un grand vent qui venait de la mer faisait, dans tous les coins de l'horizon, le bruit de quelqu'un qui remue des meubles. Tout ce qu'on entrevoyait avait des attitudes de terreur. Que de choses frissonnent sous ces vastes souffles de la nuit. Le froid le pénétrait, il n'avait pas mangé depuis la veille. Il se rappelait vaguement son autre course nocturne dans la grande plaine aux environs de Digne. Il y avait 8 ans, et cela lui semblait hier. 1 heure sonna, à quelques clochers lointains, il demanda au garçon « Quelle est cette heure ?»« 7 heures, monsieur. Nous serons à Arras à 8. Nous n'avons plus que 3 lieues. » En ce moment, il fit pour la première fois cette réflexion, en trouvant étrange qu'elle ne lui fût pas venue plus tôt, que c'était peut-être inutile toute la peine qu'il prenait et qu'il ne savait seulement pas l'heure du procès, qu'il aurait dû au moins s'en informer, et qu'il était extravagant d'aller ainsi devant soi sans savoir si cela servirait à quelque chose. Puis il ébaucha quelques calculs dans son esprit, qu'ordinairement les séances des cours d'assises commençaient à 9 heures du matin, que cela ne devait pas être long, cette affaire-là, que le vol de pommes ce serait très court, qu'il n'y aurait plus ensuite qu'une question d'identité. 4 ou 5 dépositions, peu de choses à dire pour les avocats, qu'ils allaient arriver lorsque tout serait fini. Le postillon fouettait les chevaux. Ils avaient passé la rivière et laissé derrière eux Mont-Saint-Éloi. La nuit devenait de plus en plus profonde. Fin du chapitre 5.